Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'émission Tous Frères s'intéresse aux gardiens des phares en Outre-mer avec le verbe veiller. Un métier solitaire mais ô combien important pour les autres. En quoi consiste leur travail aujourd'hui? Y a-t-il encore des phares en fonctionnement sur nos territoires? Pour le pape François, les chrétiens sont appelés à être des veilleurs et des éveilleurs. Direction la Martinique, à la découverte du phare de la Caravelle. Toujours en fonctionnement, ce phare reste indispensable pour les marins et les pêcheurs martiniquais qui naviguent la nuit. Rencontre ensuite avec un gardien de phare en Nouvelle-Calédonie. Moana connaît le phare Amédée comme sa poche. Il y travaille depuis 4 ans. Il passe le plus clair de son temps sur l'îlot, entouré d'oiseaux. Dans la chronique cette semaine, nous verrons comment, dans le bouddhisme, l'attente est liée à la notion de veille. Veiller, comme dans l'histoire de la parabole des 10 jeunes filles dans la Bible. Certaines sont prévoyantes et d'autres non, avec de lourdes conséquences, lesquelles je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Veillez, comme dans la parabole des 10 jeunes filles. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans cette histoire tirée de l'Évangile selon saint Matthieu. Un jour, 10 jeunes filles, les voici. Lampe à la main, elles se rendent à des noces et vont à la rencontre de l'époux. Vues de loin, toutes les 10 se ressemblent plus ou moins. Mais lorsqu'on se rapproche un peu, on peut distinguer 2 groupes bien différents. 5 d'entre elles ont pris uniquement leur lampe sans emporter d'huile. Ce sont les insouciantes. Les 5 autres ont pris non seulement leur lampe, mais aussi des flacons d'huile. Sait-on jamais, cela pourrait servir. Ce sont les prévoyantes. Les voilà enfin arrivés sur le lieu des noces. Mais l'époux se fait attendre un peu, voire même beaucoup. Elles finissent toutes par s'endormir. Au milieu de la nuit, un cri les réveille. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Rapidement, les 10 jeunes filles réunissent leurs affaires. Les prévoyantes rechargent d'huile leurs lampes et s'apprêtent à partir lorsque les insouciantes les interpellent. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Et c'est ce qu'elles vont faire. Pendant ce temps, voici l'époux qui arrive. Les 5 prévoyantes entrent avec lui dans la salle des noces et la porte est fermée. Un peu plus tard, les 5 insouciantes arrivent. Elles frappent à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» L'époux leur répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et ce soir-là, elles restèrent toutes les 5 dehors. Ainsi, vous vous demandez peut-être quel est le message de cette parabole. Eh bien, c'est le Christ lui-même qui le révèle. À l'image des prévoyantes, veillez. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure où Dieu viendra à votre rencontre. C'est une interpellation qui résonne encore aujourd'hui. Et je vais vous confier quelque chose, elle veille aussi sur moi. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel, avec plaisir. Et je vous emmène direction la Martinique, chez moi, plus précisément à l'est de l'île, à Trinité, à la découverte de ceux qui veillent sur les marins. Exactement, et avant ça, j'ai une question pour vous qui êtes donc martiniquaise. Combien il y a de phares en Martinique? Je sais qu'il y en a un près de Trinité, à Tartane, mais alors après, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer. Regardez, voilà une nouvelle carte. On a ici tous les phares. Donc, il y a le phare du prêcheur, d'abord. Voilà Dans le nord de l'île. à quoi il ressemble. Voilà, oui, il me dans dit le quelque nord. chose. Vous l'avez Parce qu'il y a- déjà vu, Oui, c'est il y a des sûr. pêcheurs qui nous expliquent un petit peu l'histoire, justement, mais j'ai oublié. Bon, on ira le visiter. Là, ici, on a le phare de la Pointe des Nègres. Donc ça, c'est plus proche de Fort-de-France, dans le centre. Donc voilà à quoi il ressemble. Lui, je ne sais pas si vous l'avez déjà Non. vu, Muriel. Pas encore. Ça me dit rien. Et enfin, on a le phare de De l'île et Cabri. Cabri. Je dis enfin. Il est juste là, au sud de la Martinique. J'ai dit enfin, mais en fait, il y en a encore un. Et je vous laisse jouer, Muriel.
Le phare de la Caravelle, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Exactement. Et il se trouve ici. Et c'est lui que nous sommes allés découvrir. Il est situé sur la pointe de la Caravelle, on l'a vu sur la carte, dans une zone classée réserve naturelle, et il a été construit en 1862 au sommet d'un pic basaltique. Il culmine donc à 162 mètres au-dessus de la mer, ce qui en fait le plus haut phare de France. Malgré les technologies modernes, les phares veillent-ils toujours au bon retour des marins sur Terre? Reportage de Nicolas Caclin et Laurent Vieuxfort. Nous sommes sur la plage de Tartane dans la commune de Trinité. Il est un peu plus de 17 heures et comme presque chaque soir depuis plusieurs semaines, Stan, ce jeune marin pêcheur de 30 ans, quitte la terre ferme pour toute une nuit de pêche. Des horaires inhabituels, mais il n'a pas vraiment eu le choix. À cette période-là, les chaleurs étaient vraiment, je ne vais pas dire extrêmes, mais pas loin. Donc je me suis adapté en fait, comme à chaque fois dans la pêche. Donc je suis parti essayer de nuit pour limiter la chaleur et pareil pour répondre aussi à la demande des clients. Il y a plus de poissons rouges, etc. Plus de poissons rouges de nuit, mais aussi plus de risques. Et ce que Stan redoutait le plus, lui est finalement tombé dessus. J'ai éteint mon moteur pour retirer une nasse qui s'est pris dans le moteur pendant la nuit. Et en fait, quand j'ai voulu redémarrer, le GPS ne s'est pas rallumé. Parce qu'on se dit, mince, comment je vais faire? On a la boussole, mais c'est pas éclairé, donc la nuit, on voit rien, c'est compliqué. Et en fait, c'est au moment où j'ai eu le réflexe de voir le flash du phare, où je me suis dit, ben non, mais en fait, le phare, et je vise 2 lumières de ville à gauche, et normalement, je rentre à la maison. Donc c'est vraiment du sauvetage grâce à la lumière du phare. Le phare se trouve tout là-haut, sur cette colline, à plus de 162 mètres au-dessus du niveau de la mer, situé au bout de la presqu'île de la Caravelle. Il est encore aujourd'hui tel un gardien qui veille sur de nombreux marins-pêcheurs. En fait, tous les marins-pêcheurs, à partir du moment où ils rentrent au-delà de 5h30, 6h, tout le monde prend le point de repère du phare. C'est le phare de la Caravelle et après on se redirige. Le phare veille sur les marins, de toute façon je pense que c'est un élément qui a été créé pour ça. Sans le phare, il y aurait eu énormément d'accidents et on ne serait pas rassuré en mer. Là c'est bon, il allume, la nuit commence à tomber. Donc là je sais que je peux partir et revenir en sécurité. Je peux vraiment me repérer, partir n'importe où. Franchement c'est hyper rassurant, clairement. Rassuré, guidé sur plusieurs dizaines de kilomètres et parfois sauver des vies. Le phare joue encore pleinement son rôle. Il est donc indispensable de veiller à son bon fonctionnement. Cette mission est assurée par la direction de la mer. Automatisé depuis 1970, le phare n'exige plus du tout une présence 24 heures sur 24. Gérard Pancrate y est technicien depuis 30 ans. En dépit de cette automatisation, pour lui, il est un gardien de phare à part entière. Je peux me considérer comme un gardien de phare, mais un gardien de phare des temps modernes. Même à distance, on a encore un regard sur tous les phares de l'île. Et donc, nous veillons au bon fonctionnement du phare. Et également, le phare aussi veille aussi à la bonne orientation des navigateurs qui doivent rentrer à bon port. En plus du phare de la Caravelle, la Martinique compte 3 autres phares, tous programmés pour démarrer à la tombée de la nuit et s'éteindre au lever du jour. Le rôle du technicien est de veiller qu'il n'y ait aucun bug. Nous avons en ce moment le feu normal qui est en fonctionnement et au-dessus, le feu de secours. Le feu de secours, nous avons programmé qu'il puisse fonctionner 20 minutes avant la tombée de la nuit et ensuite le feu normal prend le relais. Et au petit matin, à l'extinction, donc le feu de secours également fonctionne à nouveau 20 minutes. Des panneaux solaires en extérieur, des tableaux électriques de commande dans l'ancienne salle de veille et surtout, aucune présence humaine nécessaire 365 jours par année. Un fonctionnement qui n'a strictement rien à voir avec celui d'il y a un peu plus de 50 ans, comme nous l'explique Thomas Gréjon, chef de service de phare et balises de Martinique. Donc nous voici dans la chambre de veille. Donc c'est une pièce qui est dans tous les plans des phares de France, qui est toujours présente sous la lanterne. Donc à une époque où le phare fonctionnait à la flamme, donc au gaz de pétrole, et un système d'horlogerie qui permettait de faire tourner l'optique avec un contrepoids en fait, qui descendait dans la goulotte centrale ici. Donc il y avait un gardien qui restait toute la nuit ici. Il y avait un petit bureau la plupart du temps.
et il devait veiller que la flamme était toujours allumée et que le contrepoids était bien en train de descendre. Et dès qu'il arrivait en bas, 2-3 fois par nuit, il devait le remonter à la manivelle. Outre une certaine pénibilité des différentes tâches, pratiquer le métier de gardien de phare demandait aussi une grande disponibilité de ces derniers. Les logements étaient donc souvent situés à proximité du phare. Il y avait des phares où les logements étaient intégrés directement au phare, en France. Il y avait des phares où les logements étaient à l'extérieur. Il y avait des phares où des familles entières vivaient sur le site, avec femmes et enfants. D'autres où il y avait uniquement le gardien. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des époques et en fonction des phares. Retour à notre époque et à une autre heure de la journée. Le phare est éteint, mais il fait l'objet d'autant d'attention, mais pour un autre public. En quelle année a été construit le phare? Alors ce phare, il a été construit en 1861 et mis en fonction en 1862. Donc il est classé monument historique. Donc aujourd'hui, on peut le visiter à chaque ouverture et visite de la période de la journée des monuments historiques. Thomas Alexandrine travaille au parc naturel de la Martinique. Il est l'un des gardes de la réserve naturelle de la Caravelle, où culmine le phare. Une de ses missions, informer les touristes sur l'importance de ce monument sur l'île. Les GPS, on a plein d'informatique qui pourraient remplacer ce phare, mais ce phare a quand même une utilité malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'informatique aujourd'hui. Donc c'est de vous présenter un peu le phare et puis son histoire. Et l'utilité du phare va bien au-delà des mers. Si sa lumière rassure les marins, elle permet aussi de mettre en lumière certaines espèces de la réserve naturelle. L'une des espèces qu'on suit sur la réserve plus particulièrement, c'est le moqueur à gorge blanche. Donc l'espèce endémique à la Martinique, qu'on retrouve uniquement sur la commune de Trinité, dans la réserve naturelle de la Caravelle. On fait l'observation des yeux et puis on pose aussi des caméras pour pouvoir observer ce qui se passe dans les nuits. Avec un œil sur l'infiniment petit et l'autre sur l'infiniment grand, le phare de la Caravelle se dresse de toute sa hauteur et continuera de veiller encore longtemps sur les marins de la Martinique. Et nous allons maintenant du côté de Mayotte, à la rencontre de notre invité. Nous sommes très précisément à Dzaoudzi, à la rencontre du pasteur Alain Djetong, aumônier des gens de mer. Alors bonjour pasteur et merci d'être avec nous. Quelle est justement votre mission en tant qu'aumônier des gens de mer? Oui, effectivement, je suis à Mayotte pour une autre mission, mais principalement ma mission se passe à La Réunion, à l'île de La Réunion. Donc, l'aumônier des gens de mer, c'est quelqu'un qui a été appelé par vocation pour s'occuper des marins de la marine marchande qui font des escales dans les différents ports. Alors là, vous disiez que normalement, vous êtes à La Réunion. Là, vous êtes à Mayotte pour une mission particulière, notamment après le passage du cyclone Chido, c'est ça? Exactement, pour donner un coup de main et pour aussi visiter les militaires et les gendarmes qui sont sur le terrain depuis le passage du cyclone et où la population est vraiment mal en point. Donc, c'est pour donner un petit coup de main à la population et aussi aux militaires qui sont sur le terrain. Mais principalement, j'exerce ma mission en tant qu'aumônier des gens de mer et des ports à l'île de La Réunion et dans l'océan Indien. Voilà. Quand vous dites donner un coup de main, c'est leur apporter secours à la fois physiquement et psychologiquement? Exactement, c'est de visiter, c'est d'être sur le terrain avec eux et de voir ce qu'ils vivent et travailler ensemble avec eux, distribuer par exemple les vivres, de l'eau, donc être près des militaires et les apporter aussi le réconfort moral, spirituel dont ils ont besoin en ce moment-ci parce qu'ils travaillent de longues journées, les journées sont interminables avec une grande chaleur et c'est pas tout évident avec des détachements qui viennent de part et d'autres, quand on soit de La Réunion, quand on soit dans d'autres départements de la métropole, donc ils viennent vraiment pour aider la population face à la situation qu'ils ont vécue. Voilà. On vient de voir un reportage sur le phare de la Caravelle. Il y a des phares partout dans nos territoires. Est-ce qu'ils ont une symbolique particulière pour les ultramarins? Oui, le phare pour les marins particulièrement, c'est un symbole, c'est très symbolique parce que le phare représente la direction.
Parce qu'à travers le phare, les marins peuvent savoir là où ils vont, surtout pour les entrées du port, pour ne pas chavirer. Et le phare, c'est comme l'espoir. Quand les marins voient le phare, ils ont une espérance en eux. Moi-même, c'est m'est arrivé une fois de faire naufrage. Et à un moment donné, quand j'étais au milieu de nulle part, au milieu de la mer, et j'ai vu tout d'un coup un phare quelque part, ça m'a donné l'espoir de continuer à nager au rivage. Et justement, vous parliez de cet espoir. Donc, le phare guide les marins dans la nuit. Et pour les chrétiens, quels sont les phares qui peuvent nous guider dans notre vie spirituelle? Ce qui est important, c'est que Dieu est notre phare. D'une part, c'est le moment que nous sommes dans le désespoir, que nous sommes dans la souffrance, dans la peine. Dieu peut être ce phare dont tout le monde en a besoin. Donc, pour qu'il nous guide nos pas, pour qu'il guide notre vie en ce moment, le moment où nous traversons le moment difficile. Donc, c'est la même chose comme pour les marins quand ils voient un phare. Et Dieu, c'est le symbole que je peux dire, c'est le symbole du phare, c'est Dieu. Donc, à travers cela, nous pouvons avoir une direction dans notre vie, ou bien quand tout va mal, ou bien quand nous sommes dans un moment de difficulté, où nous traversons un moment d'épreuve et de souffrance. C'est en ce moment que nous avons besoin de Dieu pour guider nos pas. Muriel en parlait en début d'émission, elle disait que le pape François dit que les chrétiens doivent être appelés à être veilleurs et éveilleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et effectivement, comme la Bible dit que nous sommes la lumière, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc ça dit que nous devons apporter espérance. Et donc quand le pape parle, par exemple, d'être des veilleurs, donc ça dit quoi? C'est d'être attentif, c'est d'être attentif aux uns, aux autres. Que je sois attentif à vous, attentif au désespoir des autres, attentif à la souffrance des autres. Donc nous devons être ce phare. La Bible dit que vous êtes la lumière, le sel. Nous devons apporter, le sel apporte quoi? Un agrément. Quelque chose d'important. C'est rare de manger un repas sans sel. On trouve ça plate, on trouve ça pas bon. Donc, le sel apporte la saveur. Le sel conserve aussi. Et la Bible nous dit que nous sommes ce sel. Et nous sommes cette lumière. Et la lumière doit éclairer dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la souffrance, dans la peine. Donc, c'est ça ce qu'on entend parler d'être ces personnes qui doivent veiller sur les autres. Mais justement, comment l'être concrètement au quotidien? Ce n'est pas évident. Non, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est un processus. C'est de connaître notre vocation. Pour lequel nous sommes sur cette terre. Pourquoi nous sommes appelés. Et quand nous connaissons notre vocation, je vous assure que chacun va mener à bien. Chacun va chercher à être la lumière pour l'autre. Je cherche à être la lumière pour vous. Parce que la vie n'est pas toujours rose. Il y a des moments de difficulté, des moments qu'on peut sombrer, des moments qu'on peut être dans la détresse, dans la souffrance. Il faut que j'accepte cette mission, que chacun de nous soit appelé à mener cette mission. C'est une mission de phare, c'est une mission de lumière, c'est une mission d'éclairage autour de ceux qui sont autour de nous, autour d'une population, autour de notre famille, autour de notre maison. Et il y a des moments que c'est, comme je dis toujours, même dans ma propre maison, il y a des moments que c'est moi qui peux sombrer. Il faut que mes enfants apportent cette lumière. Il y a des moments que c'est eux qui peuvent sombrer, il faut que j'apporte cette lumière. Donc nous veillons sur nous les uns les autres. La société, ça devait être ainsi. Donc, mais c'est un processus. Hein. C'est quoi? C'est quand on s'approche de Dieu, on connaît cette mission et on est doté vraiment de cette... C'est comme un don de Dieu qui nous vient et qui nous apporte de pouvoir porter cette lumière et pour éclairer autour de nous. Et très rapidement, quand on parle de veiller, on parle aussi d'attendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend en tant que chrétien quand on veille? En tant que chrétien, c'est pas forcément dit que oui, c'est vrai, on parle de veiller, c'est attendre. Veiller, c'est aussi, ça signifie être attentif, être attentionné. C'est pas forcément dit que je reste sur place et j'attends. Oui, je peux bien prier et j'attends. Mais non, la Bible ne demande pas que je prie et j'attends. La Bible dit que je prie et je reste en action. L'action, c'est quoi? C'est aller vers les autres. L'action, c'est quoi? C'est de me déplacer, c'est aller vers. C'est ce qu'on appelle aussi le fait de veiller. Le veiller n'est pas de je reste uniquement sans rien faire. C'est que je suis attentif, je suis vigilant, j'attends. Merci beaucoup, pasteur Alain Diotang, pour votre éclairage et pour donc nous avoir éclairé sur le verbe veiller, sur les autres notamment. Nous prenons maintenant la direction de la Nouvelle-Calédonie. C'est bien, on voyage dans cette émission, en particulier du côté de l'îlot Amédée. Oui, Muriel, alors, regardez à quoi ça ressemble. L'îlot Amédée, c'est tout petit, il se trouve à une vingtaine de kilomètres de Nouméa, et vous le voyez, l'habitant principal de cet îlot, un phare.
C'est le phare Amédée. Alors, il mesure 56 mètres de haut. C'est le deuxième plus grand phare métallique du monde. Il a été créé en 1865 à la demande de l'État car les bateaux s'échouaient sur le récif. Et je suis sûre que nous avons eu la chance de rencontrer le gardien de ce phare. Exactement. Ce gardien, regardez, c'est ce jeune homme, Moana. Il a 25 ans et il prend la relève de son oncle à ce poste. En termes de fréquence, il vit 3 semaines sur l'îlot, puis il part 3 jours à Nouméa et puis revient encore 3 semaines. Si les anciens veillaient à ce que les bateaux arrivent à bon port, aujourd'hui, Moana a la lourde tâche de veiller à faire respecter ce patrimoine calédonien placé dans un écrin de nature à préserver. Reportage de Stéphanie Abasque-Toby et Margot Bach. Avant de commencer ici, avant j'étais un garçon un peu bien timide, tout ça. J'ai pas trop grandi en tribu, tout ça. Je suis plutôt resté dans la rue. Voilà, après on faisait beaucoup de bêtises, je faisais beaucoup de bêtises, j'étais un peu trop perdu dans ma vie un peu. Mon oncle qui travaillait ici, ça faisait 35 ans déjà. Et il m'a proposé de travailler avec lui. À 9h, après le bateau, ils arrivent. Alors, on veille bien qu'ils arrivent bien sur le ponton, tout ça. Ils sont les bienvenus sur l'îlot Amédée, qui fait toujours beau, voilà. C'est bon. Le phare est ouvert pour la visite. Comme si c'était des chambres ici un peu. Et aussi, ils mettaient leur matériel, tout ça, pour travailler. Ils posaient ici, après ils remontaient tous les jours pour allumer le phare. Après, c'est plus comme avant. Hein, les anciens gardiens, ils avaient un propre technique pour allumer le phare. C'est automatisé maintenant. Vers 17h pile comme ça, le phare il est allumé. Je monte un peu, voilà, juste pour entretenir un peu. Je passe un petit coup de balai, tout ça. Je vais juste prendre le ticket. Ok, merci. Bon courage à vous. Et puis bon visionnage là-haut. Ça me plaît, c'est bien quand même. Ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Et tu te sens comme si c'est chez toi aussi. La nuit, je veille sur s'il n'y a personne sur l'îlot, des personnes qui viennent. Comme c'est interdit le camping, voilà, je veille qu'il n'y a personne sur l'îlot. Je les renvoie sur le bateau, je leur demande gentiment, puis après ça. On veille à des personnes pour qu'ils ne viennent pas à casser des branches ou écraser leur nid pour les oiseaux, tout ça. Veiller sur les poissons, s'il n'y a personne qui pêche. Ah voilà, bonjour. Oui. Sinon, c'est comment? Ça a toujours été le phare? Oui, ça va. Voilà. Tu sais, parce que le phare, c'est quelque chose de vraiment important ici. Oui. C'est pour les rentrées des gros bateaux. Ça, avec le petit qui sort derrière, là, comme on faisait avant. Merci. Moana, il va avoir son formation au mois de janvier pour devenir matelot. Il va rester à bord comme nous, à travailler à bord du bateau. Il va partir, mais c'est un autre qui va le former pour lui remplacer. J'avais changé un peu, puis découvert autre chose encore. Il y a combien de marches dans le phare? Il y a un 2, un 4 et un 7. 247? C'est ce que tu as compté? Voilà. Là, je suis devenu un autre garçon depuis que le phare il m'a trop secoué un peu dans ma tête pour me réveiller, pour dire voilà, faut pas trop rester comme ça. Voilà. Faut bouger dans la vie. Là, je veille bien sur l'îlot, tout ça, le phare, mais et aussi, il veille bien sur moi aussi, le phare. 1, 2, 3, phare Amédée. Et après les phares qui guident, Aurélie, dans la chronique cette semaine, vous allez nous parler des Bouddhas qui guident les marins et les fidèles. Exactement, Muriel. Est-ce que vous savez que sur les 15 plus hautes statues du monde, 12 sont des Bouddhas? Ah bien non, j'ai appris quelque chose. Il y en a, oui, il y en a beaucoup en tout cas. Il y en a un en particulier qui fait figure d'exemple et de guide pour les marins
de la rivière Mine en Chine. Regardez, Waouh, sculpté dans la pierre. Exactement, c'est le Bouddha de Leshan. C'est le plus grand Bouddha sculpté avant le XXe siècle. Il mesure 71 mètres de haut et 28 de large. Donc sculpté dans la pierre, comme vous le disiez. Il se situe là où se rencontrent 3 fleuves chinois, un endroit dangereux pour les marins. Et d'après la légende, on doit son existence à un moine bouddhiste qui désirait protéger justement les navigateurs qui devaient affronter les dangereux confluents de ces 3 rivières. Et est-ce qu'il y a d'autres Bouddhas qui font figure de phare? Oui, toujours en Chine, regardez la photo de la statue de la déesse Guanyin. Alors, c'est le nom chinois du Bouddha Avalokiteshvara. Cette statue, elle est désignée comme la déesse marine de la miséricorde. Elle se trouve à l'extrémité de l'île de Hainan, au sud de la Chine. C'est une statue qui a 3 faces. Vous en voyez 2 juste ici. Il y en a 2 qui sont tournées vers la mer et une tournée vers la terre. Ces statues veillent sur les marins, mais pas seulement. Toutes les statues de Bouddha ont pour fonction de veiller sur les croyants et d'aider à l'avancement dans la vie spirituelle. Il y a beaucoup de représentations de Bouddha. Chacune peut donc aider les bouddhistes? Exactement. En fait, chaque posture de Bouddha peut aider le croyant de façon différente. Je vous ai choisi des exemples. Regardez. Là, on a le Bouddha assis comme celui-ci avec la paume face au spectateur. Lui, il transmet l'apaisement. Il va guider le croyant vers la paix intérieure et la contemplation jusqu'à le mener jusqu'à l'illumination spirituelle tant attendue. Ensuite, regardez. Ici, on a un Bouddha avec le pouce et l'index de chaque main qui se touchent. Lui, il transmet l'enseignement. C'est celui qui rapproche de l'éveil. Et enfin, hop, je vous le donne, Muriel. Je le prends. Hop, ah mince. Justement, voilà. Je le prends. Pas. Ici, on a le Bouddha couché. Alors lui, il représente le passage de la vie à la mort. Il guide les croyants vers le nirvana en veillant à ce qu'ils se rappellent de profiter de l'instant présent. Et c'est aussi les cas pour les statuettes, c'est ça? Tout à fait. Alors les bouddhistes, ils en possèdent et les placent dans leur maison. Ils doivent les traiter avec un grand respect, comme s'il s'agissait d'un maître spirituel en chair et en os. Ils doivent être placés dans des endroits stratégiques, pas souvent à l'entrée de la maison, pour que tout au long de la journée, le croyant puisse bénéficier de ces enseignements en le contemplant et en se mettant en méditation. En résumé, qu'on parle des Bouddhas monumentaux qui guident les marins dans leur navigation ou des petites statuettes que l'on trouve chez les bouddhistes, le Bouddha représente toujours une lumière synonyme d'éveil spirituel vers laquelle le croyant doit se diriger pour gagner la paix intérieure. Merci Aurélie. Direction maintenant Saint-Pierre-et-Miquelon à la découverte du phare de Galanterie. Un repère pour les marins depuis 200 ans. Le phare actuel est le successeur d'un autre phare qui a été mis en fonction en 1845. Retour donc sur cette histoire qui a sauvé de nombreux marins du naufrage. Et lorsque l'on parle de veillée dans la foi catholique, on pense évidemment à la veillée pascale. Un événement qui précède Pâques, la fête la plus importante dans l'année liturgique, celle de la résurrection du Christ. Toute une émission est consacrée à cette veillée sur le site du Jour du Seigneur. Et vous pourrez retrouver cette émission et bien d'autres sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction dont certains sont complètement inédits. Vous ne les avez jamais vus, alors rendez-vous là-bas et sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Et vous, Aurélie, quand je parle de veillée, à quoi ça correspond chez vous ? Moi, ça me fait penser au phare de Bel-Air à Sainte-Suzanne. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on passait à Sainte-Suzanne, mon père me disait « Regarde le phare ». Voilà, c'est lui. Alors, j'ai su plus tard qu'il avait été construit en 1845. C'est la seule info que j'avais. Et finalement, en réfléchissant, je me suis dit 1845, ça veut dire qu'il a connu l'abolition de l'esclavage, ça veut dire qu'il a connu la départementalisation et bien d'autres histoires de mon île. Et j'ai l'impression que dans tous les territoires, les phares, c'est un peu ça. C'est comme des témoins de notre mémoire collective. Oui, c'est vrai. Et moi, en fait, je pense aux phares de la Bretagne. Souvent, qu'on explique aux enfants à quoi ils servent, il y a une sorte de fascination et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre les parents et les enfants. On est un peu les phares de nos enfants. On essaye de leur montrer, en tout cas, la direction ou un chemin à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent toujours compter sur nous en espérant que vous puissiez, vous aussi, veiller sur vous et vos proches. À bientôt!